aujourd'hui, on reçoit Fred Tétu. Fred, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, veux-tu te présenter en deux, trois minutes? Si les gens qui connaissent, mettons, l'émission de Dominique Moret, c'est sûr qu'ils t'ont déjà entendu. Les gens qui ont peut-être écouté jadis le documentaire de Joanne Marcotte, me semble, t'ont vu faire une apparition là-dedans. Mais tu sais, ça remonte quand même à quelques années. Fait que si tu veux rafraîchir la mémoire ou peut-être te présenter pour les gens qui ignoreraient un petit peu ton parcours puis qui t'es. Je suis un professeur de philosophie dans un cégep de Québec. Faut pas qu'on dise le nom de nos employeurs maintenant. Vous avez vu avec votre prof en droit récemment qui est sorti pour questionner certains aspects de la gouvernance sanitaire, puis que là, on a appris qu'il ne pouvait pas parler de ça dans ses cours et tout. La- Là, je m'excuse, je fais un Ah, petit vas-y, c'est commentaire intéressant. éditorial, mais ça fait déjà un bout de temps que, avant même la gestion de la crise sanitaire est venue surligner et rendre plus évidentes des tendances fortes et lourdes à l'intérieur de nos systèmes et de nos institutions qui vont entre autres contre la liberté d'expression. Et ça, en tant que professeur de cégep, je l'ai vécu quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai commencé à intervenir à la radio en 2004-2005. Mon patron était fier que je nomme le cégep où j'enseignais. Et éventuellement, ils ont réinterprété le devoir de loyauté. Tous les employés de l'État, incluant dans le parapublic, ont un devoir de loyauté. Et ils ont interprété ça d'une manière abusive, selon moi. Ça serait contestable en cours. Mais qui veut aller en cours pendant 5-10 ans pour faire défendre son droit de dire nommer le cégep pour lequel il travaille? Donc, ils ont interprété le devoir de loyauté comme signifiant que lorsqu'on mentionne le cégep pour lequel on travaille, on se place dans les souliers d'un porte-parole du cégep et l'administration a, à partir de là, le droit de contrôler chacun des mots qu'on a dit, de nous réprimander pour tout ce qu'on aurait dit avec lequel ils ne sont pas d'accord. Tu as eu l'amabilité de nous faire parvenir 2 copies de, ton livre que je ferai apparaître à l'écran pour les gens qui vont le voir, en visuel, qui est dans le fond, la biographie ou puis j'irais même jusqu'à dire que c'est presque un essai d'une certaine manière sur Éric Duhem que tu connais depuis, longtemps. Tu en parles dans le début du livre, ça fait, je pense, au-dessus de 30 ans que vous vous connaissez. Ben, Heu, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés par un drôle de hasard en Colombie-Britannique en 1988, alors qu'on participait tous les deux à un camp une école d'été de 6 semaines d'anglais intensif. Nos liens d'amitié, essentiellement, c'est une réflexion politique commune avec certaines actions politiques, comme j'ai participé au RLQ, mais tous les deux, on est des gens extrêmement préoccupés par ce qui arrive à la liberté individuelle dans notre société, dans notre système politique, et la crainte que cette liberté-là soit de plus en plus ténue, disparaisse, et donc la préoccupation de travailler à la défendre puis à expliquer à nos concitoyens que c'est important. C'est plus mais, facile. C'est plus facile de faire un petit peu pour la garder mmh, qu'ensuite la perdre, puis là, tu es obligé quasiment de faire une révolution pour la revoir. Mais là, Excuse-moi, Yann. Fred, ouais. ouais, mais Fred, là, je trouve que t'es passé vite un peu sur le bout où est-ce que toi et Eric, vous étiez des souverainistes, là. Ah, Non, mais c'est dans... justement, durant que Il y a un gap, là. non, mais pendant que le fer est chaud, je vais y aller avec une question quand même assez large qui prend, je dirais, presque l'entièreté du contenu du livre. Heu, D'abord, le livre, tu le fais, d'une manière chronologique. Moi, je te l'ai dit en privé, Ouais. ce que je trouve intéressant. Tu commences avec l'enfance, ben, d'abord votre relation, comme on vient de parler, l'enfance d'Éric, la carrière de conseiller, la carrière à l'international, les médias, le retour en politique, et cetera. On voit ça de manière globale, mais je viens de t'entendre parler, puis je sens chez toi un côté, désabusé qui est présent, très présent chez Yann aussi, qui est Mhm, très présent chez moi aussi, d'une mhm, certaine manière, même si j'ai pas vécu les mêmes choses que vous autres, mhm, j'ai pas eu la même implication que vous autres. Et quand on regarde le parcours d'Éric, mhm, euh, euh, tout ce qu'il a fait, tu sais, commencer souverainiste, s'est battu pour la cause de l'indépendance, s'est rallié après ça avec Stockwell et d'autres gens, est parti à l'international, essayer de faire avancer la liberté dans des places comme le Maroc, comme l'Irak. Quand on regarde tout le cheminement qui a été fait, puis les livres qu'il a écrits, tu parles beaucoup de ses livres dans ton propre livre, tu sais, ses essais sur la SAQ, sur les syndicats, mhm, etc. Quand on voit tout ce parcours-là et
en tout respect, le peu de résultats concrets que ça a donné pour l'avancée des libertés, c'est presque c'est presque, surréel de voir que cette pe ce gars-là, Éric, n'est pas complètement désabusé et a encore le goût d'aller en politique pour essayer de faire changer les choses. Pour Éric, la politique, c'était ni un plan de carrière, ni une porte fermée. Mais la politique municipale, ça ne l'intéressait pas, là. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, revenir sur une chose que tu as dite. euh, tu as dit, j'ai écrit la biographie d'Éric Duhem, puis là, tu as dit tantôt, puis en même temps, c'est comme un essai. Je dirais que c'est ni un ni l'autre. J'ai pas écrit la biographie, puis c'est écrit sur la page couverture, c'est écrit une Ouais. biographie. L'idée de une Mmh. biographie parmi d'autres possibles, c'est vraiment une biographie politique que j'ai écrite. J'ai, Oui, absolument. j'ai, j'ai, j'ai écrit pour que vous connaissiez Éric Duhem en tant qu'animal politique. Et ça aurait même été un titre possible, un animal politique ou l'animal politique, là. Et quand je parle de son enfance et de ses parents, je m'y attarde et j'en parle parce que je pense que c'est important pour comprendre qui il est devenu politiquement, à quel public il s'adresse, sur quel ton il parle. Il y a toujours ses parents en tête et c'est pour ça, je pense, que son attachement pour le peuple, pour les gens du peuple et les gens ordinaires, passe par son attachement pour ses parents, qui sont des T'as-tu gens eu, ordinaires. t'as-tu eu à parler beaucoup à Ginette Pienri J'ai pendant, fait pendant une entre l'écriture? Non, mais j'ai fait une entrevue. Ils sont descendus à Québec. On a fait passer une après-midi ensemble. Ça a été très intéressant, puis je pense très éclairant. Et donc, c'est une Ginette, biographie. Ginette, sérieusement, elle est incroyable. Ben, moi, je les aime. J'aime ce monde-là. Moi, c'est peut-être un autre côté que j'ai en commun avec Eric, c'est que, tu sais, ma mère est beauceronne, mon père, il vient de Limoilou. J'ai des origines très populaires de gens très, très intelligents, très débrouillards, très travaillants, très disciplinés, mais vraiment très terre à terre aussi. Puis, c'est pour ça peut-être que ça me dérange pas, moi, d'aller. Je préfère aller m'adresser aller parler à Radio X puis avoir 50 000 personnes qui m'entendent que d'aller parler peut-être à Radio-Canada puis d'avoir 8 000 personnes triées sur le volet qui se pensent meilleures parce que la fin de semaine, ils écoutent du Mozart puis ils n'ont pas hâte peut-être au concert sur les plaines du festival d'été avec Guns N' Roses, Ouais, là. parce que ça fait du bruit, puis ça les dérange, là. C'est ça, puis en plus, c'est qu'ils Hong appellent Kong! qui appelle la police. Moi, c'est un problème que j'ai en pensant que le festival d'été, très petite parenthèse, depuis quelques années, c'est que le son n'est pas assez fort, là, puis de toute évidence, parce que il y a des nobles de la Ouais, bourgeoisie qui habitent à la côté, là, gérontocratie la est pas contente. gérontocratie, là. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, souverainiste. Le côté éditorial, tu as dit quasiment c'est un éditorial. Non, c'est que je dirais, tu sais, si on regarde, on parcourt le livre très rapidement. Je parle de son enfance, donc le rôle de ses parents. Ensuite, son éducation universitaire, ben, c'est là qu'il a appris avec l'influence de Jean-Luc Miguet, Miguel, ouais. qui a développé sa fibre libertarienne. Ensuite, il y a le deuxième chapitre, c'est ses années de conseiller politique à Ottawa auprès de Michel Gauthier. C'était Michel qui s'appelait Michel Ouais, Michel Gauthier. Dubloc, ouais. En fait, ça a commencé un petit peu avec Lucien Bouchard, Michel Gauthier. Ensuite, Gilles Duceppe, Stockwell Day. Ensuite, retour à Québec, Mario Dumont, puis la campagne. Bon, donc, ces années de professionnalisme politique. Troisième chapitre, son passage à l'étranger, on pourra y revenir, mais là où il a développé le sens de l'identitaire, de la question de l'intégration et de l'immigration a pris un sens pour lui. Avant ça, il était nationaliste, ça vient de son enfance. Il était libertarien, il y avait un côté libertarien, ça venait de ses années universitaires, mais là, il y a un côté identitaire en lien avec l'immigration, les questions contemporaines, là. Et il y a ses années de radio par la suite. Puis, dernier chapitre, je parle de sa première année, en fait, son retour en politique, puis sa première année en politique, course à la chefferie, puis ce qu'il a fait ensuite. Mais la conclusion, c'est programmatique. Puis, tu sais, tout Mmh. ça, ça débouche sur une conclusion où là, euh, tu sais, je pense que le titre de la conclusion, c'est revenir en politique, mais en vue de quoi, là? C'est pourquoi revenir en politique? Comme je le disais tantôt, c'était pas un plan de carrière pour Éric. C'était une porte qui n'a jamais été fermée à clé, mais c'était pas un plan de carrière. Il y a un projet politique, puis il y a une opportunité. Donc, Éric n'a pas changé. Le Éric que Yann Sénéchal a fréquenté il y a une dizaine d'années au réseau Liberté Québec, c'est le même Éric.
Bon. Et le contexte sanitaire donne une occasion d'exprimer, de mettre en pratique des idées qui lui permettent d'élaborer une critique du gouvernement, de l'action du gouvernement, mais ces idées qu'il utilise pour critiquer, sa grille d'analyse qu'il utilise, il ne l'a pas acquise dans les 2 dernières Mhm. années. C'est sa vieille grille, sa vieille, c'est pas péjoratif, mais Non, non. sa vision fondamentale de la réalité politique lui a permis, comme à moi, comme à Yann, parce que nous, on se méfie du gouvernement. Fait que quand on a vu le gouvernement, il y a presque 2 ans, commencer à s'arroger des pouvoirs contraignants qu'on n'aurait jamais imaginé quelques mois auparavant, on a tout de suite dit attention quand un gouvernement se met à s'accorder des capacités d'action, des pouvoirs qui vont au-delà de ce à quoi on s'attendrait. Il y a toujours danger que ça soit très difficile de revenir Oui. à Ah, mais l'ancienne ça, Ça, c'est. normalité. ça s'appelle l'effet Ratchet. Il y a un excellent livre là-dessus de Robert Higgs qui explique comment, justement, à chaque grande crise que traversent les humains, le gouvernement en profite pour prendre ben, on le voit avec le 11 septembre 2001, on enlève encore des trucs pour passer à Ça a été un l'aéroport. très bel exemple. Très bel Ouais, ben, En fait, exemple. on n'est jamais revenu à l'époque Non. avant 11 septembre, puis on ne reviendra jamais à ça. Ben, jamais. C'est dur, l'avenir est dur à prévoir, mais c'est très possible d'imaginer qu'il n'y aura jamais de retour Mhm, entier à l'époque mhm, pré-COVID. l'idée de la grille d'analyse est bonne parce que là-dessus, tu as raison. Tu sais, pour l'avoir bien connu, Eric, cette grille-là n'a pas vraiment changé beaucoup dans le temps. Puis je pense que c'est ce qui est assez constant chez des gens comme nous. Tu sais, quand je pense à plusieurs qui étaient au réseau Liberté Québec, qui ont conservé cette grille d'analyse-là au fil du temps, on a à peu près tous le même regard sur la crise aujourd'hui. Ce qui est mhm, louche un peu, c'est de voir qu'il y a des gens qui étaient au réseau Liberté Québec à l'époque qui maintenant sont devenus Des cac lovers. mhm, on va dire, des cac-lovers, des adversaires, si on veut, de mhm, notre côté. Puis quand tu les lis, ce qui est le plus drôle, c'est que tu te rends compte. Et la première chose qu'ils disent, c'est que des gens comme nous, on a changé. mhm. Là, je suis là, je dis, t'as peu, là. Il n'y a rien qui marche dans ce que tu dis là, buddy. Là. C'est-à-dire, il a toujours été du bord de la liberté. Oui, la responsabilité individuelle, c'est la raison pourquoi on dit depuis le début que des règles, c'est cave, des recommandations, c'est mieux. Tu sais, c'est Mhm, ça le thinking, la grille Mhm. d'analyse. Mais quand tu arrives et tu es dans ce pattern-là, tu sais, là, tu te dis, attends un peu. Il y a des gens qui tripaient RLQ à l'époque, mais finalement, ce que tu te rends compte, le seul bout qu'ils aimaient dans toute cette histoire-là, c'est loi et ordre et contraintes, ouais. règles, obligations, amendes, emprisonnement limite, tu sais, là, tu es là, tu te dis, hey, bonnet, man, c'est zéro de ça qui se Euh, parlait là. Là. mais il y a Yann là, que ça l'a tiqué, là, il n'a pas pu s'empêcher, là, la question du souverainisme. Euh, Puis là, tu m'as associé à ça. Euh, je vais dire deux choses. D'abord, justement, il y a des bruits qui courent sur Eric, puis entre autres, son passé souverainiste. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la semaine passée quelqu'un qui commentait un post sur la biographie, puis il disait ah, je suis content qu'elle soit sortie cette biographie-là. Ça faisait longtemps que je voulais exposer le passé souverainiste d'Éric Duhaime. Bon, regarde. C'est très euh, connu dans la base. Là. euh, Ouais, moi, mais je là, t'as juste dirais. à aller sur Wikipédia, puis tu vas le savoir. Là, tu sais, je veux dire. Alors, ouais, je dirais d'abord que, puis là, tu m'associes à ça, fait que je vais faire mon cas, je vais régler mon cas très rapidement. En théorie, je suis encore souverainiste, mais je ne peux pas faire. C'est pour ça que si j'étais français, je voterais pour sortir de l'Union européenne. Même chose si j'étais allemand ou espagnol, ou je serais pour la sortie de l'euro, pour la Mhm. sortie de l'Union européenne. Le problème que j'ai, c'est que ça prend aussi un contexte. Euh, Dans un contexte où les gens adorent le gouvernement et trouvent le gouvernement bienveillant, ils en veulent plus, si le projet souverainiste, je pense pour beaucoup de souverainistes, devient une occasion d'avoir un gouvernement qui va entrer encore plus dans nos vies. Regardez juste la crise sanitaire qu'on vient de vivre. J'aurais pas voulu être un Québec souverain dans les 2 dernières années. Là. Et Imaginez Legault. surtout, pour aller dans le sens de ce que tu dis, et surtout regarder les arguments des souverainistes depuis le début de la crise sanitaire sont navrants, Ah non. comme ça n'a aucun sens. Moi, j'ai entendu plusieurs fois
des intervenants du PQ, que ce soit Pascal Bérubé ou Paul Saint-Pierre-Plamondon ou peu importe qui, là, nous dire que si on avait été un pays indépendant, on aurait encore pu plus Ben rentrer dans les oui, maisons des gens, on aurait encore pu plus ben violer les droits. oui. Puis, tu sais, dans le fond, la maudite Constitution canadienne, là, nous empêche Mmh. d'aller plus loin que nos mesures sanitaires. Donc Là. donc Ça En donne tout le cas, goût, hein? moi, si tu veux me convaincre de faire un pays avec ces fait arguments-là, ça ne marchera pas beaucoup. Éric, d'abord, son virage, il est bien expliqué, puis j'annonçais que je voulais parler pourquoi je voulais écrire le livre, là. Puis Mhm. c'est pas compliqué si je le résume. Je pense qu'Éric, il gagne à être connu parce que son parcours est beaucoup plus riche, complexe que ce que les gens savent généralement. C'est pas juste Euh, un populiste? non, puis c'est pas juste un ancien gars de radio, là. Tu sais, la radio, Ah, pour OK. Éric, ça a été un L'ex-animateur de radio. c'est ça, l'ex-animateur de radio, ça a été un quasi-accident de parcours. Le fondement Mhm. professionnel d'Éric, c'est ce qu'il a fait en tant que conseiller politique. Sans ça, il n'aurait même pas été. C'est ça qui lui a servi de tremplin pour devenir quelqu'un de média. Et d'un côté, je pense qu'il gagne à être connu. Puis le but, j'espère que tu es d'accord avec moi, Frank. Le but de la biographie, c'est pas de faire un portrait rose, c'est pas un super-héros, c'est pas un panégyrique que j'ai écrit. Je pense qu'il gagne à être connu, donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Donc, dans la mesure où je ne l'ai pas été, ça a été involontaire. J'ai vraiment essayé de faire un portrait le plus objectif possible du parcours politique, autant sur le plan professionnel que idéologique, pour faire comprendre qui il est, dans l'idée que je pense que ça le met en valeur. Tu n'as pas besoin d'embellir. Moi, ça m'impressionne quelqu'un qui va travailler 4 ans au Maroc, en Mauritanie puis en Irak, comme consultant en développement démocratique pour une grande organisation à but non lucratif, là, non Mhm. gouvernementale américaine. Moi, ça Ouais, mais ça, c'est m'impressionne. c'est la CIA, ça? Ben, ça, je règle le cas de la CIA, j'en Ouais. parle. Il en parle J'en dans le livre d'ailleurs. je l'aborde parce que c'est un bruit qui circule, là. Mais, tu sais, fait que j'ai pas besoin de dire qu'il a sauvé le président mauritanien d'un coup d'État, puis il a eu la médaille de la bravoure. En passant, c'est des inventions que je fais, c'est pas arrivé, là. Tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir accompli un exploit particulier pour que moi, ça m'impressionne. Tu sais, Yann me dirait, je me suis trouvé une job dans une institution financière, je m'en vais travailler à Singapour pour j'ai un mandat de 5 ans, je pars avec ma petite famille. Moi, ça m'impressionnerait. Tu sais, Mm. fait que c'est dans cet esprit-là. Donc, il y a une raison d'écrire le livre. Je pense que Eric gagne à être connu. Puis aussi, pour gérer les attentes des gens, qu'est-ce que tu peux t'attendre d'Éric Duhem? Tu sais, il y a Absolument. des. Puis je vais même prendre Yann Sénéchal comme exemple, parce que ça m'avait marqué parce que je savais que tu te trompais. Quand Eric a annoncé Ça qu'il arrive se lan jamais, ça. non, non, ben, il se trompait de bonne foi, là, je veux dire, quand il s'est lancé à la fin novembre et que, Jeff Fillion t'a demandé de commenter son saut en politique, tu puis là, Jeff Fillion a dit: «Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il va être bon ou non?» Tu as carrément pris le gars de radio puis tu as fait un décalque. Qu'est-ce que ça donnerait en politique? Puis là, tu as dit: «Ah, il connaît est où la ligne, puis il va jouer avec la ligne, puis des fois, il dépasse la ligne, mais pas trop souvent, puis il la dépasse pas trop.» Là, je suis en train de te citer verbatim, là. Ouais, ben, Euh, l'expression que j'utilisais à l'époque, c'est quand Eric voit un nid de guêpe, il va aller lui donner un coup de il pied une va fois de aller temps donner en un coup temps. de pied, exactement. Ça, c'est le gars de radio. Le gars de. Et quand je parle de la biographie permet de gérer des attentes, c'est qu'il y a des gens qui s'attendaient à ça puis qui aimeraient ça. Puis là, ils disent c'est l'ex-gars de radio, grande gueule de Radio X ou puis du FM 93, la radio poubelle de Québec. On s'attend à ce qu'il ait donné des coups de pied dans les nids de guêpe puis qu'il aille. Puis là, il fait pas ça. C'est parce que c'est pas un ancien gars de radio qui s'est lancé en politique. C'est un ancien gars de politique qui a fait un détour par la radio et là, il retourne en politique. C'est pour ça que j'ai dit au mois de mai dernier, j'ai dit: «Éric, je pense que ça serait bon que, ta biographie soit publiée parce que tu vas être victime, de toute façon, d'une campagne de salissage. Donc ceux qui vou les gens de bonne volonté qui voudront aller au-delà, valider le salissage ou l'invalider, ben, ils auront un instrument que c'est ta biographie.» J'ai dit: «Je pense que je serais bien placé pour faire ça. Puis, ben, en même temps, en faisant ça, je ferais quelque chose plutôt que de rien faire parce que
Autrement dit, j'ai entre autres écrit la biographie parce que je veux garder une distance par rapport à ce qu'on appellera en anglais le day-to-day de la politique. Là. Ça ne me tente pas d'appeler Hmm. des présidents d'assaut, ça me tente pas de militer. Je le dis candidement, en même temps, je respecte beaucoup ceux qui l'ont fait, puis je l'ai fait pendant 15 ans, mais là, je suis rendu ailleurs. Fait que j'ai écrit un livre. Je trouve que j'ai fait une contribution. Les gens qui veulent se procurer le livre, je le répète, mais il est encore à l'écran, biographie duhem.com. Et aussi, je l'ai vu qui est disponible à Ouais, Renaud-Bré, Archambault, dans les ouais. grandes librairies. Fait que ceux qui s'intéressent, on vous invite à vous le procurer puis à le lire. Ne faites pas comme dans les émissions de télé où on parle des livres qu'on n'a jamais lus et des films qu'on n'a jamais regardés.